ne faut pas mépriser les craintes. La crainte vis-à-vis du progrès, c'est quelque chose qui est aussi ancien que l'humanité. Simplement, il faut arriver à dépasser ces appréhensions en entrant dans des méthodologies pratiques de supervision de ces outils au fil de leur déploiement. Et c'est comme ça qu'on aura une ouverture appropriée, pertinente, raisonnable à cette vraie révolution majeure. Parce que si on se bloque et qu'on prend une option trop conservatrice sur le traitement de ces données, en réalité, on va amener de vraies pertes de chance. Il y a aujourd'hui des outils majeurs qui se développent, par exemple sur l'interprétation des images. Les mammographies, c'est une vraie révolution du diagnostic du cancer du sein, toute une série d'outils de diagnostic en ophtalmologie, en oncologie, en dermatologie. Donc, se bloquer pour des raisons de conservatisme sur le traitement de données de santé, ce serait une perte de chance majeure pour les patients. Le risque en cas de cyberhacking, c'est un risque d'exposition de nos vies privées, c'est un risque aussi de valorisation par des intérêts malveillants de ces données de santé à des fins économiques. La donnée a de la valeur, on peut en faire des choses, entraîner des systèmes d'IA, on l'a vu sur cette base-là, dans des contextes moins éthiques que le contexte français et européen. C'est évidemment majeur de se protéger contre les risques de cyberattaques. Peut-être mettre en place des méthodologies qui permettront d'aller stocker ces données de santé dans des lieux tiers. Il faut peut-être déployer ces coffres-forts numériques sortis du système d'information hospitalier lui-même, gérés par des tiers de confiance, qui permettront à l'hôpital d'avoir la fonctionnalité du recours à ces données de santé, mais en étant moins exposé au risque de ces cyberattaques. Là, oui et non. Ça n'est pas un problème, puisque au sens où la mobilisation de ces algorithmes très puissants permet de très grandes percées scientifiques. C'est comme ça qu'on va apprendre davantage, c'est comme ça qu'on va ouvrir de nouvelles avenues pour dégager des pistes d'innovation médicale. Ça peut en être un aussi, parce que le risque, évidemment, c'est celui de la perte de contrôle. Et il serait complètement illusoire de chercher à imposer une reconstruction pas à pas du cheminement de raisonnement du système d'IA. Ce serait, à supposer même que ce soit possible, ça nécessiterait tellement de temps, de moyens, d'argent, que ce serait très contre-productif. Donc la méthode, c'est celle de la supervision sur le résultat que produit l'algorithme. C'est la méthode de garantie humaine. Et il est évident que quand on a un système algorithmique, plus le système algorithmique sera complexe, plus son bénéfice-risque pour le patient sera incertain, plus il faudra une garantie humaine serrée, récurrente, proportionnée à ces deux paramètres, bénéfice-risque, complexité du système algorithmique. Ce sera, dans le cas d'un système d'IA en santé, le médecin libéral ou son assureur, quand on est en ville. Ce sera aussi le directeur de l'hôpital ou l'assureur de l'établissement quand on est en contexte hospitalier. Quand il y a un dysfonctionnement de l'algorithme, un bug du robot, eh bien la charge de l'indemnisation du dommage se déplace sur le producteur, le concepteur du système d'IA qui devra indemniser le dommage. Est-ce que le sujet est clos pour autant ? Non, parce qu'il y a une situation tout à fait caractéristique, c'est ce qu'on appelle en droit le risque de développement. C'est un risque que le concepteur du produit ne pouvait pas anticiper en fonction des connaissances scientifiques dont il disposait au moment de la mise sur le marché de ce produit. Et vous voyez que cette question peut faire problème pour les systèmes dont je vous parlais, les systèmes d'IA auto-apprenants. Quand un système apprend, se transforme, évolue, produit au fil du temps une meilleure version de lui-même, eh bien, la version qu'il va finir par acquérir peut devenir, in fine, pour le producteur, un risque de développement. Et il échappera donc à sa responsabilité si un dommage était causé. L'IA ne va pas remplacer les professionnels de santé. Au contraire, elle libère du temps pour eux, elle permet de leur dégager un espace pour se repositionner sur des tâches à plus haute valeur ajoutée médicale. Par exemple, le radiologue va être moins présent sur l'analyse d'image en tant que telle, mais davantage sur le champ de la radiologie interventionnelle. En sens inverse, ce que l'on anticipait, qui là aussi été confirmé par la pratique, c'est que l'IA va venir, au contraire, se substituer assez significativement à un certain nombre de métiers, de fonctions relevant des fonctions support du système. Les tâches d'admission des patients, fonctions administratives, les fonctions d'organisation des finances, des ressources humaines. Tout domaine dans lequel, dans le secteur hors santé, vous avez déjà des systèmes d'IA larges qui diffusent.
Alors les professionnels de santé sont de plus en plus ouverts à ce mouvement. Il y a une vraie bascule qui s'est opérée, qui d'ailleurs se fait de plus en plus rapidement. Ils s'ouvrent à ces technologies, ils les incorporent dans leur pratique. Néanmoins, on a encore du chemin à faire pour aller vers cette démarche de sensibilisation. L'IA a été incorporée comme élément de formation médicale continue, de développement professionnel continu en 2019. Et de la même manière, il faut incorporer cette sensibilisation numérique et à l'IA dans la formation initiale. Pour les professionnels médicaux et soignants, mais aussi, vous l'avez compris, pour l'ensemble des acteurs du système de santé, ceux qui interviennent sur les tâches, les fonctions support dont je vous parlais. Là, c'est plutôt un plan de gestion prévisionnelle d'emploi et de compétences qu'il faut mettre en place pour reconvertir ces fonctions et permettre d'apporter des réponses, y compris en termes d'évolution professionnelle positive, pour ces personnes impliquées dans le système.